Merci. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien l'écran du coup, ça va? C'est bon? Ça Oui, fonctionne bien chez vous? Ok, parfait. Du coup, oui, avec Bruno, on va vous présenter les démarches d'ATBI que l'on mène sur nos réserves respectives. Et puis, pour commencer, juste un petit rappel sur ce qu'est un ATBI. Euh, c'est un inventaire de biodiversité, mais qui est généralisé. Alors, quand on parle IGB, c'est ni plus ni moins la traduction française de d'ATBI, qui veut dire All Taxa Biodiversity Inventory. Tout simplement parce que la formulation en fait de cette démarche a été faite plutôt aux États-Unis qu'en France, d'où cette sémantique. Le principe, c'est d'avoir un inventaire exhaustif de toutes les espèces vivant sur un territoire donné. Donc, vraiment avec une aire géographique bien définie. Et puis, on ne va pas s'intéresser seulement à des espèces connues, on va dire. On ne va pas se limiter à l'inventaire des papillons de jour ou des oiseaux. On va aller chercher tout le vivant. Et l'enjeu, c'est aussi d'identifier de fait de nouvelles espèces. Je vous ai mis un lien, vous aurez la présentation, je crois, après, qui retrace un petit peu tout l'historique des ATBI en France, mais aussi dans le monde, qui a été publié par Patrinat en 2018, qui reprend pas tout, mais en tout cas une partie. Juste pour vous faire un petit tour d'horizon, donc là j'ai repris des documents qui ont été produits par Bruno et Dominique pour le colloque des 50 ans de la réserve de la Massane, donc il y a pas si longtemps que ça. Et donc qui évoque un séminaire qui a été organisé par le Muséum l'année dernière avec le parc national des Écrins où en fait il y a tout un groupe de travail autour des ATBI à l'échelon national et où une définition a été produite et qui reprend un petit peu les éléments que je vous ai donnés, mais donc c'est un processus d'inventaire coordonné de l'ensemble des espèces présentes dans un espace donné, dont l'objectif est de faire progresser la connaissance taxonomique et chorologique pour mieux comprendre les communautés écologiques, leurs interactions au sein d'un écosystème. Donc, l'enjeu, c'est à la fois de connaître le patrimoine biologique du territoire, mais aussi permettre la mise en place de suivi une fois qu'on connaît mieux notre biodiversité sur le territoire. Donc, les collègues avaient fait une carte des réserves naturelles aujourd'hui qui sont plus ou moins, en tout cas, dans cette démarche d'ATBI et qui répondent alors à ces critères-là. Donc, il y a environ une douzaine de réserves aujourd'hui nationales, ou pas que nationales d'ailleurs, peut-être, qui répondent plus ou moins à ces critères-là, en tout cas. Il pourrait y en avoir plus. Euh, et à l'échelon national, en dehors des réserves, il y a une petite dizaine de sites qui sont dans cette dynamique d'ATBI et qui ont participé à ce séminaire l'an dernier, en octobre. Et donc, c'est vraiment un réseau qui est en tout cas en train de se mettre. L'idée du muséum et de l'ensemble des participants, c'est d'avoir un petit peu une forme de labellisation de cette démarche à l'échelon national. Surtout qu'il y a quand même pas mal de sites en France qui sont concernés par cette démarche et le réseau des réserves naturelles notamment. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Bruno et puis on pourra peut-être échanger, faire des questions à la fin. Voilà. Bruno, je te laisse la parole. oui, Je te vas-y. l- Tu me dis quand tu veux que je passe les slides et voilà. Bonjour à tous. Donc, je représente la réserve du lac de Remoray. J'aurais pu laisser ma place à Romain Decoing, mais il n'est pas rentré de congé. Pour présenter un petit peu ce qu'on a fait sur cet espace, 330 hectares, une mosaïque de milieux humides assez remarquable. Tu peux passer. Voilà, avec des zones humides qui ont été restaurées dans leur totalité. Et puis un potentiel qui est
potentiellement un potentiel exceptionnel, bien que les dérèglements climatiques et les chutes de biodiversité se fassent sentir quand même. Suivante. On a sur ces zones humides donc du pâturage extensif et de la fauche tardive, vocation hein, purement écologique, donc c'est des actions qu'on mène, l'association gestionnaire mène. Et puis donc également, tu peux passer donc une forêt tout à fait remarquable qui est une réserve biologique intégrale depuis 2017, donc récente, la herbier de la Grande Côte qui est intégrée à la réserve et qui est donc gérée par l'Office national des forêts. Voilà, suivante. Donc sur ce petit espace, hein, on a la connaissance a commencé début du XXe siècle avec voilà, un botaniste qui a fait le tour des lacs du Jura. Donc oui, je n'ai pas présenté qu'on est dans les montagnes du Jura et donc dans le département du Doubs, hein, réserve naturelle du lac de Romoré. Ensuite, dans les années 50, le premier ornitho, un Suisse que tout le monde connaît, Paul Giraudet, est venu faire un tour, a vu qu'il y avait des choses assez remarquables. Au moment de la création de la réserve en 1980, je ne l'ai pas dit aussi, c'est une réserve qui a 45 ans maintenant, quasiment. Donc, quelques travaux de l'Université Franche-Comté sur les mousses, sur la botasse, sur quelques insectes remarquables. Suivante. Et puis ensuite, donc, il a fallu attendre donc, la désignation de l'association gestionnaire pour qu'un travail réellement de connaissance aille plus loin sur cet espace. Une thèse d'un ichtyologue, François de Georgie, sur les milieux lacustres en 1994. Et puis, à travers les plans de gestion, donc depuis 1996, on en est à la fin du 4e plan de gestion. Donc, on a petit à petit essayé de connaître de mieux en mieux cette réserve naturelle. Suivant. Et donc, il y a eu un déclic important en 2009, 2008-2009, c'est que les deux conservateurs du Doubs, un petit peu vieillissants sur des petites réserves naturelles en termes de surface, on faisait partie du groupe Petites Bêtes au niveau d'RNF, ces groupes magiques qu'on avait avant, j'espère que ça continue maintenant, dans lequel on pouvait lancer des idées plus ou moins farfelues ou plus ou moins intéressantes. Ça dépend comment on voit les choses. Et Dominique Langlois de la réserve de Valbois, du ravin de Valbois, et moi pour Remoret, donc on a mis en place, suite au groupe CIRF, donc les premières tentes malaises sur nos espaces protégés, voilà, dans le but de faire un diagnostic au départ sur les CIRF. Suivante. Donc on ne savait pas du tout où on allait, hein. C'était une belle aventure. Les cirques, ça a été tout à fait extraordinaire au niveau du lac de Remoret, puisqu'en fait, vous voyez qu'on a 250 espèces de cirques sur ces 330 hectares. Pour vous donner une idée, le parc national du Mercantour, qui est quand même un haut lieu de la biodiversité, je crois qu'ils sont à 280 espèces, quelque chose comme ça. Donc on est sur un espace extrêmement patrimonial et intéressant, avec découverte de plusieurs espèces nouvelles pour la France. On est une avec ce petit Pipizella mongolorum qui était connu de Mongolie, de Tchéquie, d'une ou deux stations d'Allemagne simplement, et qui a été découverte en France sur ce site. Suivante. Donc, au-delà des cirques, on a vite vu que on récoltait beaucoup de choses qui avaient l'air extrêmement intéressantes. Donc, en fait, on a eu une volonté d'aller beaucoup plus loin que la connaissance des cirques et de faire un gros travail de tri. Donc, j'ai eu des collègues plus jeunes qui ont été très dynamiques. Il y en a deux sur cette photo, Jocelyn et Adrien. Il y a Romain maintenant. Et puis, on s'est entouré d'un certain nombre de scientifiques, donc dont la personne que vous voyez là, Phil Wither, qui est malheureusement décédé en 2020, hein, qui était un très bon diptériste au niveau international en lien avec des tas de spécialistes européens ou mondiaux. Et donc, qui nous a formés, aidés à trier ce trésor qu'on avait dans les pots d'alcool pour vraiment aller plus loin. Alors, ça nous a permis, nous, de nous former,
En interne, par exemple, moi j'ai fait une ou deux familles nouvelles de diptères tous les ans depuis. Dominique en a fait aussi, un peu moins, mais des plus grosses familles. Voilà, en fonction de ce qu'on avait envie, on a pu développer des compétences en interne et puis surtout aller chercher des spécialistes ailleurs qui sont extrêmement intéressés par vos données, par vos bêtes plutôt, surtout quand les tris sont faits. Hein. Quand le tri n'est pas fait, tout le monde s'en effraie parce que vous avez un immonde tas de milliers de bestioles et c'est un énorme travail. Donc nous, on s'est spécialisé avec une équipe de trieurs et de trieuses, avec des jeunes gens tout à fait admirables qui sont en action en ce moment, pour avoir un tri le plus fin possible et accrocher les spécialistes. Voilà, suivante. Ce qu'il y a après. Voilà, donc sur Moret, très vite, c'est monté en puissance en termes du nombre d'espèces. On a plus de 7000 espèces connues, ça c'était à la fin de l'année. Je crois qu'on se rapproche de 7500 maintenant. C'est tout à fait remarquable sur un petit espace. Suivante. Et donc, je pense que voilà, l'évolution de la connaissance, hein, vous voyez à travers les plans de gestion, hein, on voit très bien ce pic et cette progression forte depuis que, évidemment, on travaille sur les insectes. Hein, tant que vous êtes sur les mammifères, les oiseaux ou la bota, ça reste un petit peu plus limité en termes de connaissances. Dès que vous accrochez le monde des arthropodes et notamment des très petites bêtes, là, évidemment, il y a énormément de choses à connaître, à découvrir. Voilà, suivant. Donc, actuellement, sur Remoré, bah, vous voyez la répartition relativement précise des choses. Hein. Moi, je suis un ornitho, donc je travaillais avant sur 3% voilà, des taxons de la réserve naturelle. C'est quand même assez limité, c'est bien de le savoir. Et puis, vous voyez que, évidemment, les arthropodes eh bien, sont la très, très, très grande majorité à l'heure actuelle des 7050 espèces connues. Hein. Alors, pour aller plus loin, suivant, sur les diptères, par exemple, hein, les diptères, donc il y a plus de 2000 espèces connues sur le lac de Remoret, enfin sur la réserve du lac de Remoret, donc c'est tout à fait remarquable. Vous voyez, par exemple, sur le travail qu'on a réalisé ensemble avec tous ces spécialistes qui sont autour de nous et les familles qu'on a pu développer en interne, vous avez quand même une découverte de six espèces qui sont nouvelles pour la science, notamment des chironomidés, hein, qui sont évidemment dans le lac, une nouvelle espèce pour l'Europe, 145 espèces découvertes en France. Et donc, il y a une très forte dynamique au niveau national qu'on a pu impulser avec nos collègues de Valbois. On a fait des tas de formations, de rencontres dans tous les sens et on a vu arriver énormément de spécialistes de France ou d'ailleurs intéressés par nos échantillons. Voilà. Suivant, sur les autres domaines, on est en progression. Sur les hyménoptères, un petit, euh, un petit point d'actualité, hein, la famille des braconides. On a envoyé donc un spécialiste hollandais 200 individus triés dans nos échantillons et revient quelques mois plus tard, vous voyez, 97 espèces sur 200 individus. C'est énorme, 41 nouvelles espèces pour la France et 12 pour la science, donc ils sont à décrire. Donc vous voyez que dans ces échantillons de tente malaise, mais ça peut être d'autres choses, on a évidemment dans toutes nos réserves naturelles, qu'elles soient grandes ou petites, nationales ou régionales, peu importe, des tas de merveilles à découvrir et à travailler. Alors, ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être trop vite, hein, c'est qu'à Valbonne comme à Remoret, peut-être à La Massane, c'est encore plus évident, on a intégré le laboratoire de connaissances comme un enjeu de la réserve naturelle, au même titre que la gestion des zones humides, de la forêt, d'autres choses. C'est un enjeu en tant que tel, l'Adréal nous a toujours suivis là-dessus, et ça nous permet d'aller chercher donc des financements pour des inventaires de choses pour lesquelles il n'y a pas d'utilisation en termes de gestion, il faut être honnête, à très court terme, mais peut-être que dans l'avenir,
il y aura des travaux qui iront beaucoup plus dans le détail et qu'on découvrira des tas de choses intéressantes, hein. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de connaissance. Suivant, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne me rappelle plus. Plus rien, Diane? Si. Ah oui, de connaissances, alors ça c'est important, hein. Quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, tout le monde nous disait que dans les réserves naturelles, on avait le temps avec nous. Bon, eh ben, c'était il y a 35 ans. Et force est de constater qu'on n'a pas le temps avec nous, puisqu'on est face à une dégradation de la biodiversité qui est ultra, ultra rapide. Si je reviens au CIRF, on a refait 10 ans plus tard l'analyse des mêmes milieux gérés. On a perdu de mémoire 10% d'espèces et 30% de biomasse, donc de nombre de CIRF, hein, en 10 ans, même dans une réserve naturelle gérée pour ça, dans un coin qui a l'air quand même assez préservé. On est quand même face à une dégradation ultra rapide, donc il y a une espèce de course contre la montre de découvrir et de connaître les espèces avant qu'elles ne disparaissent. Ça, c'est un constat un peu inquiétant, mais qui est la réalité. Voilà, je crois, ce que je voulais vous présenter avant Diane, qui va poursuivre. Allez, je prends la suite. Donc moi, je vais vous parler de l'ATBI qui est menée sur la réserve de la Massine. Donc, pour vous présenter en deux mots la réserve, elle se situe donc à la frontière avec l'Espagne côté Méditerranée. C'est une des dernières vallées perchées des Pyrénées. Elle est essentiellement constituée d'une vieille forêt, une vieille hêtraie en libre évolution. Donc, il n'y a plus d'exploitation depuis 1840, voire même un peu plus. Donc, on est dans un peuplement mature et on n'intervient pas du tout. Il n'y a aucune coupe, même pour raisons sanitaires. Ce site a été classé réserve naturelle nationale en 73. C'est la sixième réserve nationale créée en France. Elle s'intègre aussi dans un réseau de 9 réserves nationales sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales, qui sont fédérées au sein de la Fédération des réserves naturelles catalanes, qui est co-gestionnaire de différentes structures locales, de gestionnaires locaux. Et dans notre cas à la Massane, le gestionnaire local, c'est l'Association des Amis de la Massane, qui est en fait constituée de nombreux scientifiques qui sont à l'origine du classement de la réserve en 73. Parce qu'en fait, vous avez au niveau de Cerbère-Banyuls un observatoire océanologique qui est rattaché à Sorbonne Université, anciennement Jussieu, Pierre et Marie Curie. Et donc, la Massane était un site de recherche pour ce laboratoire dès 1880. Donc à peu près à la période où en fait l'exploitation s'est arrêtée. Et l'une des premières thèses en écologie terrestre et du sol a été menée sur la réserve dans un enclos de 10 hectares qu'on appelle la réserve intégrale aujourd'hui, mais qui n'a pas le statut de réserve intégrale. Euh, et donc, ce qui fait que dès les années 50, il y a le démarrage de ces inventaires de biodiversité et de cette connaissance naturaliste. Donc déjà bien avant la création de la réserve. Et puis, en fait, la création de la réserve est venue du fait qu'il y avait des projets en fait, de routes et touristiques sur le site. Et donc, tous ces scientifiques et ces acteurs locaux se sont dressés contre ce projet et ont permis la création de cette réserve. Euh, à la création de la réserve en 73, on était déjà à plus de 2000 espèces inventoriées sur le site, sachant que les données les plus anciennes remontent à Louis XIV avec des données de Python de Tournefort, qui est vraisemblablement venu sur le secteur pour herboriser. Donc, vous voyez un petit peu là sur la carte, donc on est en fait dans une vallée haute qui est parcourue par un petit fleuve côtier, ce qui permet en fait au hêtre de se maintenir sur ce secteur-là.
Donc, Bruno parlait des plans de gestion. Là, vous avez l'évolution du nombre d'espèces connues depuis, du coup, 1854. Donc, c'est un des plus anciens ATBI menés même à l'échelon mondial, hein. Et donc, on voit bien l'augmentation et la montée en puissance au travers des plans de gestion. Et comme le disait Bruno, nous également, les ATBI, l'inventaire de biodiversité, est intégré dans nos objectifs de plan de gestion, de la même façon que l'observatoire forestier que l'on mène sur le site, au même titre que la conservation de l'espace. Donc, on voit, il faudrait qu'on mette à jour ce graphique, mais on voit du coup également quelques noms d'experts qui sont passés. Et puis en gris, en fait, vous avez les nombres d'observations. C'est pas ajusté sur la dernière période, mais, mais on a une élévation du nombre d'observations également qui s'accompagne de cette diversité en espèces. Pour vous faire le tour de l'inventaire de biodiversité aujourd'hui à la Massane, en 2023, si on prend toutes les données collectées, on serait à peu près à 40 000 taxons inventoriés, dont 1500 souches bactériennes, ne serait-ce que sur les chênes et les hêtres, et près de 20 000 souches bactériennes dans le sol. Ce sont des données qui sont issues d'analyses ADN, dont l'ADN environnemental, ce qui fait qu'on atteint tout de suite des volumes très impressionnants. On a fait également le même travail sur les champignons dans le sol, en même temps que pour les bactéries. Et ça, c'était lié à un programme dont RNF était porteur, puisque c'était lié en fait au site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette manip-là, la surprise a été que la méthodologie qui a été appliquée pour analyser et faire ces prélèvements était la même que celle faite en Guyane par Mélanie Roy. Et en fait, elle a retrouvé quasiment rien qu'à la Massane, les mêmes quantités de souches bactériennes que ce qu'elle a retrouvé sur une multitude de sites en Guyane. Et on est à peu près sur quasiment les mêmes volumes, que ce soit au Grand Vintron où il y a eu la même étude ou sur le bois du Chapitre. Euh, Concernant les champignons, il y a eu une révision à la suite de l'analyse ADN où sont ressorties à peu près 12 000 espèces dans le sol. Il y a eu une analyse plus fine qui a été réalisée. On est, on avait déjà une liste assez importante de champignons connus sur la réserve, qui était déjà de l'ordre de 2000 taxons. Et entre ces 12 000 espèces et ces 2 000 taxons connus initialement, il n'y avait que 200 espèces communes. Le CBN a repris dernièrement la liste issue de l'ADN environnemental et on serait descendu largement aux alentours de 2 à 300 espèces complémentaires. Mais c'est déjà énorme. Euh, et puis, on l'oublie souvent, mais moi j'aime bien le rajouter quand même. On a fait aussi les inventaires des roches et minéraux où on est à 39 espèces aujourd'hui sur la réserve. C'est un élément qu'on peut tout à fait intégrer à nos ATBI. Sur le petit tableau, je vous ai mis le détail. Et donc, vous voyez apparaître des choses pas habituelles, comme les gastrotriches, les rotifères, les tardigrades, les nématodes. Et voilà, les ATBI, c'est aussi aller chercher ces petites bêtes-là. Et donc, les spécialistes qui vont avec. Bruno l'a cité déjà, mais je pense à Phil Witter sur les diptères. Alors, vous nous avez battus sur ce coup-là. Nous, on n'est qu'à 1600 espèces
trouver par fil, mais ça reste des volumes extrêmement importants et souvent des groupes peu explorés et qui reposent bien souvent sur un expert. C'était le cas pour les diptères et donc il y a aussi besoin, et ça Bruno l'a bien indiqué, de formation et le réseau des réserves a été un très bon support, je pense aussi pour ça, ces collaborations entre réserves, bah, pour faire les tris, pour se former à certains groupes où il y a peu de monde. Ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour la révision taxonomique et l'intégration aussi au TaxRef. Parce que, comme le précisait Bruno, bah, il y a des nouvelles descriptions, il y a des nouvelles espèces qui s'ajoutent. Nous, on est de l'ordre d'une dizaine de nouvelles espèces, là, pour la réserve, qui sont en cours de description. Ça, c'est des choses qui sont ensuite remises au pot commun et à l'inventaire national du patrimoine naturel. Donc, c'est un effort qui a des retombées beaucoup plus larges que notre simple périmètre. Je vous ai fait un petit peu un comparatif, on va dire, entre 2022 et 2023 avec nos données ADN. Alors, il faut vraiment prendre ces méthodes. Il faut avoir une vision complémentaire de l'ADN environnemental. Il ne faut pas imaginer que grâce à l'ADN environnemental, vous allez faire votre ATBI et ce sera super et ça va déterminer toutes les espèces qui sont sur votre réserve. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de biais. C'est loin d'être évident. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne potentiellement le volume inconnu et aussi une forme de répartition. C'est-à-dire qu'en 2022, bah, voilà, par exemple, j'ai quasiment aucun procaryote dans mon inventaire de biodiversité. Et en 2023, bah, avec l'ADN, on s'aperçoit que finalement, c'est quasiment la moitié du volume des espèces présentes sur mon site. Donc ça rebat un petit peu les cartes et ça donne une meilleure idée en fait du fonctionnement et de l'importance des groupes taxonomiques dans le fonctionnement des écosystèmes. Je vous ai remis, alors là je les ai enlevés, mais pour vous donner, en enlevant toutes nos bactéries, qu'est-ce que ça donne? Et là on s'aperçoit qu'il y a évidemment bah, toujours les coléoptères, les diptères qui sont une grosse partie des inventaires, et puis les champignons et les lichens. Les lichens, par exemple, on est à 360 espèces sur le site. Voilà un petit peu le... Donc, si on enlève toutes les données ADN, avec tous les points d'interrogation, on est aujourd'hui sur les listes effectives à 11 698 taxons. Donc voilà. Et là, avec les espèces qui sont en cours, les études qui sont en cours, on est à peu près à 12 500 espèces, je pense, fin 2024, répertoriées sur la réserve. Ça veut dire que pour seulement 336 hectares, je n'ai pas précisé initialement, 12 000 espèces, c'est à peu près ce qui a été inventorié sur le Mercantour. Donc avec une superficie 10 fois supérieure, bien plus de diversité d'habitats, bien plus de dénivelé et en plus avec les données italiennes. Voilà un petit peu ce tour. Ça, c'est le fruit d'un travail qui est collectif et qui est de très longue durée. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de la durée des ATBI, mais voilà, nous, on mène ce travail. Voilà, on est troisième génération, quatrième génération, cinquième génération à mener cet effort de connaissance. C'est quelque chose qui se réfléchit aussi dans le temps. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Voilà. Hop. Merci. Voilà, je vais pas regarder le temps, Émilie, mais voilà, s'il y a Très des bien. questions, Merci Diane et merci Bruno. Oui, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a déjà dans le chat, mais si vous voulez les poser à l'oral, n'hésitez pas. Il y a une question là tout de suite. Comment avez-vous financé tout ça? Alors nous, on finance ça modestement par de l'investissement chaque année. On met une petite somme sur les crédits réserves
destinés à financer des professionnels ou des amateurs spécialistes de tel ou tel taxon, quoi, telle ou telle famille. Voilà, donc mine de rien, quand on était de 3 000 € chaque année, ça quand même permet d'avoir de temps en temps d'accrocher quelqu'un qui est un petit peu lointain et qui peut faire vraiment revenir sur la réserve des niveaux de connaissances extrêmement intéressants. Après, il y a des programmes, mais c'est plus compliqué. Euh, mais on peut en tout cas commencer dans nos dotations réserve en mettant un petit peu régulièrement, en saupoudrant un petit peu d'argent de financement là-dessus. Ouais, c'est, la stratégie qui a été menée aussi, à la Massane et puis à l'opportunité. C'est-à-dire que des fois, on a des spécialistes, qui viennent à nous et donc c'est, aussi, opportuniste. On a fait beaucoup de travaux de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aussi, bénévolement sur le site et ça, c'est remarquable. Et puis, maintenant, alors nous, on a très peu de soutien au niveau de la région, du département pour faire de la connaissance. Très longtemps, ils ne finançaient pas ces aspects-là. Et donc on a été, développer, des actions de mécénat pour tout ce qui est connaissance de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est notre principal, moteur, sur le financement. Mais on insiste, je réinsiste hein, sur la clé de la réussite qui est la qualité du tri, hein. Peut-être que mes trieuses là sont derrière les écrans. C'est les personnes qui trient tout ce que vous récoltez sur vos réserves. C'est ça qui induit, qui impulse le retour des scientifiques, l'intérêt des scientifiques. Sans tri, vous ne faites rien, quasiment rien. Ouais, juste pour vous donner l'image, mais moi j'ai des placards remplis de boîtes de vis qu'on utilise dans les garages et en fait j'ai plein de tubes avec plein d'espèces. C'est Joseph qui avait ça et en fait dès que j'ai un spécialiste qui vient de tel ou tel groupe, je sors ou qui nous questionne, je sors mon tiroir et voilà, et il peut aller voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. Donc ça veut dire aussi de la gestion de collection derrière. Ça, c'est vraiment un job aussi et voilà, le tri, gérer la collection, vérifier que tout va bien, pouvoir expédier tout ça, ça nécessite du temps aussi. Ah, il y a des questions du coup dans cette optique. Jusqu'à quel niveau vous faites le tri, la famille, la sous-famille? Et est-ce qu'il y a des protocoles pour faire ça? Il n'y a pas de protocole, il y a de la connaissance et il y a de la formation, hein. On n'a pas de protocole parce que c'est trop compliqué. Puis moi, mes collègues, elles trient les bêtes à Bruno, quand ils disent bon, c'est complètement empirique, pas du tout. Il faut être près d'eux, près de ces gens qui font du tri, les former, qui comprennent ce qu'on veut. Et puis, c'est un boulot énorme, hein. Faut vraiment que les gens accrochent ce type de travail. C'est des heures à regarder des bacs pleins de bestioles, mais c'est fondamental. Donc, on n'a pas de protocole, mais on sait former des gens. Donc, je vois que quelqu'un, Rémi, m'interroge là-dessus. Alors, nous, on est à disposition, hein. On a un certain nombre de salariés qui vivent de ça, hein, qui travaillent et qui peuvent encadrer d'autres personnes dans les réserves qui ont envie d'aller plus loin dans la connaissance entomologique à travers le tri, voire la détermination de certaines familles quand on sait le faire, quoi. Mais en tout cas, le travail sur le tri est fondamental. Nous, c'est ce que nous a appris Phil Wheeler en premier. C'est ça qui a fait le déclic. S'il n'avait pas été là avec Jocelyn, un tandem qui fonctionne bien, on serait resté à un niveau trop superficiel, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ne jetez rien. Voilà. C'est un crime. Il faut tout Euh, garder. Emmanuel, tu levais la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport à la reconduite de l'inventaire, parce que là, effectivement, on a l'inventaire à intenter. Et est-ce que vous avez sur ces groupes un peu spécifiques défini un pas de temps pour faire des remesures
ou des réinventaires et est-ce que vous avez déjà le retour d'expérience sur un T+10 ou un, je sais pas. Alors nous, on est sur le pas de temps de 10 ans, hein, Ouais. 10 ans sur Remoré à travers le diagnostic CIRF. On a tellement de boulot à l'extérieur qu'on est même en retard sur notre propre travail. C'est-à-dire qu'on voudrait reprendre ça à profondeur par rapport à la méthode CIRF The Net. Mm. Mais on a effectivement un pas de temps de 10 ans, c'est quand même pas mal parce que malheureusement, ça évolue extrêmement vite et pas toujours dans le bon sens. Hein. Mm. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on fait par ailleurs, les restaurations de milieu, malgré toutes les actions que tout gestionnaire, j'imagine, de réserve naturelle fait, eh bien, on se rend compte que voilà, la dégringolade de la biodiversité ben, compense les gains, hein, malheureusement, ou les brides. Et c'est d'ailleurs c'est très flippant, hein, et puis c'est très compliqué après d'expliquer ça. Hein. Vous avez aux financeurs, aux comités consultatifs, vous leur dites voilà, on a restauré des cours d'eau, machin. Et résultat des courses, ben, c'est à peine mieux qu'avant. Il y a deux, trois espèces qui s'en sortent, deux, trois gains, mais il y a plein de choses qui disparaissent malgré tout ça. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça irait encore beaucoup plus vite si on ne faisait pas tout le boulot qu'on fait, tous, hein, chacun dans nos réserves. Mais ce constat-là, qui est quand même dramatique et relativement nouveau, et travaillé par Nature Adapt ou des trucs comme ça, bon, ben, c'est quand même l'actualité. Et voilà. Mais le pas De de, toute oui, oui, le pas de la décennie, c'est quand même pas mal. Après, c'est compliqué pour nous de faire Oui, mais des. c'est ça, parce que tu arrives à le faire, parce qu'effectivement, le 10 ans, c'est bien, mais est-ce que techniquement, tu arrives à le faire si tu as plusieurs groupes d'espèces, là, ça commence à être complexe, quoi. Oui, oui, Pour moi, alors après, ça veut dire que tu es sur une réserve naturelle où cet aspect-là, ATBI ou inventaire généralisé au sens large, ben, est une priorité. Alors, je comprends que sur des très, très grandes réserves ou des réserves très récentes, la priorité soit pas là. Hein. Bon, voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez, du type de réserve que vous gérez, si vous pouvez aller là-dedans ou pas. Nous, on a eu la chance de pouvoir. C'est pas un hasard si Valbois, La Massa, nous, on est dans des réserves naturelles, voilà, de quelques centaines d'hectares et avec des gens qui sont là depuis un certain moment. Hein. Ouais, nous, on fait des révisions de liste autant que faire se peut. Après, il faut avoir la disponibilité des experts. Il y a des groupes où ce sera compliqué, très clairement, de refaire, même sur un pas de 10 ans, ne serait-ce que parce que ça demande aussi, typiquement, les tentes malaises, c'est des volumes énormes. Donc, ça veut dire aussi refaire de la casse dans les... et des prélèvements. Donc, ça pose aussi des questions. Là, on va repasser typiquement 20 ans après sur tout ce qui est bryophyte. Mais parce qu'on sait aussi il y a des petits trous. Donc là, on fait en priorité On est toujours, en fait, euh, 50 ans après, on est en train de continuer à boucher les trous des groupes qu'on n'a pas du tout explorés, en fait, où on sait qu'il y a quand même potentiellement des manques. Après, on a refait il y a 2 ans les coccinelles, par exemple, où on pensait avoir une bonne vision des coccinelles parce que c'est des grosses bêtes quand même. Enfin, pour nous, c'est des grosses bêtes. Et en fait, on est passé on avait une douzaine d'espèces, je crois, de mémoire, et on est passé à 26, donc un tiers de la faune de France. Donc, c'est pas énorme hein, en volume, 26 quand on parle de 300 ou de 2000 espèces. Mais sur ce groupe-là, c'est important par rapport au nombre d'espèces connues en France. Donc même là où on pense avoir une bonne connaissance et pas si ancienne que ça, on se rend compte qu'on passe toujours à côté de choses. Mais on n'a jamais eu vraiment de réévaluation de notre côté. Enfin voilà, c'est difficile. Donc on n'est pas, en tout cas, nous, il n'y a pas une véritable... Aujourd'hui, on n'est pas encore sur cette dynamique-là. On essaie encore d'aller voir ces groupes. Voilà, on a fait les nématodes, voilà, toutes ces espèces-là. C'est des choses qui n'avaient pas du tout été faites. On continue sur ces groupes euh, actuellement. On a une autre question, c'est à savoir si vous avez des outils de gestion de collection
Est-ce que c'est un fichier Excel et est-ce que c'est possible d'avoir un modèle? Nous, on n'a pas de fichier Excel des collections, hein. Toutes les données sont saisies, hein, sur Ex-Serena et puis maintenant ce qui devient la suite. Par contre, on a des collections en alcool, voilà, qui sont entretenues, et qu'on garde nous, on garde ça au niveau associatif parce on y revient souvent. Après, ces collections peuvent migrer après vers les muséums ou des structures régionales qui sont faites pour la conservation. Il faut savoir si c'est à vous de juger, chacun dans vos réserves naturelles, si vous voulez avoir des collections qui restent dans vos murs parce que vous les utilisez souvent, ou si au bout d'un moment les gens passent, si vous avez un spécialiste qui quitte l'équipe, sa collection, elle peut peut-être migrer ailleurs et être plus intelligemment gérée et mieux valorisée. Bon, ça dépend. Mais enfin, on n'a pas de fichier Excel des collections. Et du coup, Rémi rajoute, qu'en est-il des collections qui ne sont pas identifiées? Alors ça, c'est les faux cours. Ce qui est non identifié, non déterminé, eh ben, attends qu'il y a un mec qui tombe du ciel et qui sache le faire, quoi, qui s'y intéresse. Ça veut dire que ce sont les bêtes de plus en plus petites, mais c'est là où sont les trésors, hein, souvent. Mm. Mais alors, des fois, c'est ce que je pourrais ajouter aussi, c'est qu'effectivement, euh, il y a des familles entières où il n'y a pas de spécialistes, hein, ça n'existe pas, où il n'y a pas de littérature. Alors là, si vous lancez là-dedans, vous êtes perdu, quoi, c'est compliqué. Et il faut mieux commencer par, à son échelle, des petites familles. Diane a parlé des coccinelles. Moi, j'ai commencé par les tabanidés, dans les autres, par exemple dans les diptères, hein, tout ce qui est temps. C'est pas des très grosses familles et c'est valorisant sans qu'on progresse. Si vous commencez directement sur les ichnémons, ça va être compliqué, quoi. Donc, c'est à chacun de voir, hein, en fonction de sa personnalité, de son envie. Mais c'est vrai il y a des familles encore sur lesquelles on n'a pas de littérature, et puis des fois où il reste un ou deux spécialistes, souvent très vieux. Quand on parlait des pas de temps tout à l'heure, hein, quand vous avez quelqu'un qui a 80 ans passés et qui ne parle pas votre langue, c'est très compliqué. Voilà, il faudrait pouvoir en profiter, mais c'est pas toujours simple, quoi. Si vous attendez 20 ans avant d'y retourner, ça Mm. sera trop. Je vois qu'il y a des questions sur les boîtes de référence aussi. Enfin, je sais pas, sur Emoré, nous, c'est vrai qu'on a des collections historiques et c'est très compliqué. Alors, on n'a pas de système d'archivage non plus précis. Par contre, on a tout regroupé et puis il y a des passages réguliers en fait. Tous les 6 mois, idéalement, contrôler qu'il y a de l'alcool, dans les petits tubes, que ça s'est pas évaporé, qu'il y a pas des bêtes qui sont en train de manger les herbiers, donc on passe, au congélo à -80, idéalement, voilà, on fait ce genre de maintenance, et puis, ça permet de retomber aussi sur des groupes où on se dit: «Tiens, là, on peut aller chercher telle personne, elle est disponible», voilà, essayer de renvoyer aussi des éléments à des experts, divers et variés. Mais on n'a pas de système non plus, voilà, informatisé, si ce n'est, Serena historiquement et maintenant, le passage à GeoNature, qui est très compliqué parce que, bah, typiquement, nous, je crois que le jeu de données, on est en train de travailler dessus. On est à 90 000 données dans notre base, rien que pour la Massane. Donc transférer 90 000 données quand tu passes de Serena à GeoNature, bah, c'est pas une petite affaire. Heu, c'est extrêmement, délicat et donc là, un des objectifs, nous, qu'on a, sur l'année, à venir, avec l'aide du Muséum d'histoire naturelle, c'est justement de publier un data paper, donc en gros, la base de données, d'inventaire de la Massane,
le publier et le mettre à disposition de la communauté scientifique de manière à avoir un peu un instant T de ce que l'on a aujourd'hui depuis un siècle d'observation quasiment. Donc ça nous permet aussi de figer et d'être bien précis sur ce que l'on a aujourd'hui et de faire un petit peu le tri et la révision d'un certain nombre de listes. Et surtout aussi, les révisions de référentiels taxonomiques. Et ça, c'est souvent le problème quand on veut rentrer les données dans Serena ou dans d'autres bases. C'est que, il faut que ça corresponde à un nom, qui est inscrit dans le taxref. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde de taxref, pardon, mais, heu et parfois ça ne l'espèce n'est pas intégrée encore dans la liste, nationale. Donc ça nous pose quelques petites difficultés. Donc, on a aussi, enfin, je pense, Bruno, vous avez ça aussi. Nous, on a des listes parallèles, sous Excel parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et donc c'est pour ça aussi que, historiquement, on a toujours eu ce qu'on appelle les travaux de la Massane, donc nos propres publications, où on publie nos listes d'espèces. Alors après, Et on peut essayer régionalement ou nationalement, hein, de faire des publis. Nous, on a publié la liste des diptères des 2 réserves naturelles nationales du Doubs, le ravin de Valbonne et le lac de Romoré dans Bourgogne-Franche-Comté Nature, là, il y a 2 ans. Voilà, ça permet à un instant T d'avoir l'ensemble des données, hein. mmh. Voilà. Il y avait Étienne aussi qui avait une question. Oui, Peut-être que ce sera la dernière pour finir. ok. L'ADNE, j'en ai déjà entendu parler. Concrètement, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Par contre, une chose que j'aimerais savoir, euh, ça permet d'identifier la présence. Est-ce que derrière ça, est-ce qu'il est facile d'isoler la bactérie en question pour voir ce qu'elle est capable de faire? Et alors, c'est dans un but très utilitariste. Moi, je pense que les solutions biosourcées, c'est l'avenir et que si on arrive à isoler telle bactérie et à l'étudier pour voir ce qu'elle est capable de produire, eh bien, elle peut nous produire des molécules intéressantes. Enfin, il y a un tas de choses. Enfin, voilà. Donc, la question, c'est comment on passe de l'identification à travers l'ADNE à l'isolement de cette bactérie pour pouvoir l'isoler, pour pouvoir la cultiver. Est-ce que c'est facile? Alors, non, pas nécessairement, parce que là, si on prend, typiquement l'étude, sur le sol, on va vraiment prendre un gros échantillon de sol, ça va passer à la moulinette et l'isolement se fera pas, facilement. Par contre, on a, d'autres, méthodes, qui vont tout à fait dans ce sens et on a des études en ce moment sur les microbiotes des lichens, par exemple. Où Oui. là, on va pouvoir, effectivement isoler les bactéries, les déterminer et les mettre en culture. Et ça, c'est un partenariat avec l'Observatoire de Banyuls et Pierre Fabre. Donc effectivement, il pourrait tout à fait y avoir, des usages, et des développements de médicaments ou de supports divers et variés à partir de ces éléments-là. Sachant qu'on a quand même une contrainte, nous, réglementaire, c'est-à-dire que les travaux sont généralement financés, par des fonds publics et donc la donnée est publique et donc l'usage commercial de ces données n'est pas si, évident. Donc là, ça pose après des questions, différentes, sur l'usage de ces souches bactériennes, par exemple, Ok. pour des D'accord. produits, cosmétiques, je ne sais pas, par exemple. Mais en fait, la différence vient que sur le lichen, on n'a pas des centaines de bactéries différentes, alors que Oui, c'est plus dans facile, un dit. échantillon de terre, on en a des milliers. Oui, c'est beaucoup plus facile. Ceci dit, sur les écorces, on a eu quand même des grosses, surprises parce qu'on est, à 1 500 souches, sur ne serait-ce que l'écorce de chêne et de hêtre donc c'est pas non plus des superficies, heu, énormes en soi. Ok. Et ça, c'est des études qui sont en cours, donc on aura des résultats, sous peu, voilà, il y a des analyses qui sont encore en cours sur cet aspect-là. Ok, merci. Merci beaucoup Diane et Bruno. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, enfin si vous voulez dire une dernière chose, quelque chose, pardon.
Non, moi, je dirais soyez audacieux et allez-y, parce que personne n'y croit au début quand vous parlez de ça, des petites bestioles, des machins. Ça sert à quoi, etc. Bon, voilà, il faut dépasser ça. Ouais, et puis les réserves sont vraiment c'est le bon format pour mener des ATBI, je pense. Je pense qu'on a la bonne structuration et pour moi, c'est une des missions clés sur la réserve aujourd'hui, de mener un inventaire généralisé de la biodiversité. Ça devrait être une mission phare de l'ensemble des réserves. Ça prend du temps, mais c'est pas. Enfin, alors oui, il y a le contexte climatique qui vient perturber un petit peu, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour démarrer. Il faut lancer la machine et puis après, il y a déjà un petit peu d'expérience dans le réseau, donc ça veut dire qu'il y a des réseaux d'experts aussi, et qu'on peut aussi faire du relais entre toutes ces réserves et ceux qui seraient intéressés par lancer un ATBI. Voilà. Il commence à y avoir quand même un joli réseau autour de ça. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Diane. Et si certains d'entre vous ont aussi des expériences aussi intéressantes que celles qu'ils nous ont présentées aujourd'hui à partager, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe RNF pour les prochains cafés des gestionnaires. Bon après-midi à tous Merci, à et bientôt. à bientôt. Merci. Merci.